Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la playlist Droit public financier, l'épisode 73, consacré au principe de spécialité budgétaire, vous est présenté par deux étudiantes du Master de droit public général et contentieux public de l'Université de Lille, promotion 2021-2022. Il s'agit de Léa Bourderon et Victoria Baraz, qui ont réalisé ce travail dans le cadre du séminaire de droit administratif financier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question d'aborder le principe de spécialité budgétaire. Mais qu'est-ce que le principe de spécialité budgétaire ? Le droit budgétaire impose un ensemble de règles relatives à l'élaboration, l'exécution et le contrôle de l'exécution des budgets publics. Ces principes permettent de s'assurer que les budgets publics, c'est-à-dire ceux de l'État et les budgets locaux, respectent bien tant dans leur présentation que dans l'exécution le principe du consentement à l'impôt. Le principe de spécialité budgétaire est donc l'une des 5 règles fondamentales encadrant le budget de l'État avec l'universalité, l'unité, le principe de spécialité et de l'annualité. Le principe de spécialité, c'est un principe qui signifie que tout crédit doit avoir une destination déterminée et être affecté à un but spécifique afin d'éviter toute confusion d'un crédit avec un autre. C'est ce qu'on appelle la ventilation des deniers publics. Le principe de spécialité budgétaire impose donc que la loi de finances spécifie l'objet de chaque dépense. Le principe de spécialité est un principe ancien, il est donc intéressant de voir comment il a évolué et comment la LOLF l'adopte au contexte actuel. Donc, d'où vient le principe de spécialité budgétaire ? Donc à l'origine, c'est le système de l'abonnement qui est utilisé. Donc ce système donnait au gouvernement une grande liberté dans l'aménagement du budget qui était voté globalement. C'est-à-dire que le gouvernement choisissait en cours d'exécution comment répartir le budget. Ce système présentait néanmoins des lacunes et a commencé à changer au moment de la Restauration. Sous la Restauration, les crédits étaient organisés par section, par ministère. Les crédits étaient globalement votés, puis exécutés discrétionnairement par le souverain, en tant que seul détenteur du pouvoir exécutif. Ensuite, sous la monarchie de Juillet, les budgets s'organisaient par chapitre budgétaire. Les budgets n'étaient pas bien détaillés, ce qui laissait encore une fois une large marge de manœuvre au gouvernement. Toutefois, le législateur a remis en question la présentation du budget en un seul bloc et ce texte prévoit, donc le texte c'est la loi de finances du 25 mars 1817, prévoit en interne que les comptes des ministres soient présentés annuellement, avec notamment les détails à chaque crédit et chaque dépense. Ici, les prémices de la bataille politique pour l'émergence de la spécialité budgétaire. Les députés libéraux, en 1827, ont réclamé un budget beaucoup plus détaillé et un vote des parlementaires sur ces budgets plus détaillés. Avec l'ordonnance du 1er septembre 1827, Joseph de Villèle, donc, que vous pouvez voir en photo derrière nous, donc, qui était ministre des Finances à cette époque et président du Conseil des ministres, a fractionné davantage la ventilation en créant à l'intérieur de chaque ministère une nouvelle subdivision budgétaire qu'on appelle la section. Sous la Troisième République, la volonté du Parlement est de plus en plus de contrôler l'action du gouvernement et cela s'est traduit notamment avec la multiplication du nombre de chapitres. Ce schéma illustre donc la multiplication du nombre de chapitres entre 1827 et 1955. On s'aperçoit qu'en 1827, il y avait moins de 200 chapitres. Plus les années passent, plus ce nombre augmente. On remarque surtout un gros pic en 1955 où on arrive à plus de 5000 chapitres. On remarque donc une augmentation de plus de 10 fois le nombre initial. Maintenant que nous nous sommes intéressés à l'évolution de la notion du principe de spécialité budgétaire, il faut voir ce que ce principe implique en détail. Mais qu'est-ce que concrètement le principe de spécialité budgétaire ? Le principe de la spécialité budgétaire implique la présentation des dépenses de manière détaillée et non de manière globale, afin d'accompagner l'autorisation parlementaire. Concrètement, ce principe impose un respect de la répartition des crédits décidés en loi de finances initiale. L'article 7 de la LOLF indique que les crédits doivent être regroupés par mission, une mission comprenant des programmes et les programmes comprenant des actions.
En effet, vous pouvez voir le tableau qui s'affiche et n'hésitez pas à le prendre en note, que ce principe se forme comme une poupée gigogne. On a en premier les missions qui sont composées d'un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie relevant d'un ou plusieurs services et d'un ou plusieurs ministères. À la différence des programmes, les missions peuvent être interministérielles. Chaque budget annexe et chaque compte spécial contribue à lui seul à une mission. Donc on voit bien, la mission est en premier. Ensuite, au sein des missions, on trouve les programmes qui sont composés d'actions et un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auxquels sont associés des objectifs précis, des résultats obtenus, des évaluations. Et au sein des programmes, on trouve les actions qui sont des découpages indicatifs des programmes et qui apportent des précisions sur la destination prévue des crédits. Pour atteindre l'objectif de performance, la LOLF vise à réorganiser la gestion du budget, notamment en insérant la notion de programme. Chaque programme est décliné en budget opérationnel de programme, eux-mêmes divisés en unités opérationnelles. Le budget opérationnel de programme est une déclinaison du programme. Il se compose d'un plan d'action avec des objectifs et des indicateurs de performance, d'un budget prévisionnel et d'un schéma d'organisation financière. L'unité opérationnelle est rattachée à un budget opérationnel de programme. Elle est porteuse d'une partie du budget et des engagements de performance du budget opérationnel de programme. Vous pouvez voir le schéma illustrant les propos qui vous permettraient de mieux comprendre. La spécialisation budgétaire a permis de lier le gouvernement. C'est le Parlement qui vote le budget et qui répartit les crédits. On a donc une modification avec l'autorisation du Parlement. Cette modification opérée par la LOLF a permis de rendre la gestion beaucoup plus performante. On passe de 850 chapitres à environ 130 programmes. À présent, voyons unité de vote, unité de spécialité, comment ça marche? Lors du vote de la loi de finances, les crédits sont votés par mission par le Parlement. C'est ce qu'on appelle unité de vote. Cette unité de vote se double d'une unité de spécialité, et c'est donc au moyen des missions, donc unité de vote, et de programme dotation unité de spécialité, que se concrétise le principe de spécialité budgétaire. Il faut comprendre que le Parlement est tenu dans les délais dans l'adoption de la loi de finances et ne peut se pencher, examiner l'ensemble des programmes, dotations. L'idée a donc été de fixer le niveau de vote des parlementaires au moyen des missions et de lier l'adoption de la mission à son contenu. Ça implique que lorsque le Parlement adopte une mission, il vote la répartition des programmes dotations et lie ainsi le gouvernement de respecter la répartition des crédits par programme dotation. Vous pouvez notamment voir le schéma qui explique cette notion de unité de vote, unité spécialité, avec en haut l'unité de vote qui correspond à la mission et ensuite unité de spécialité qui correspond au programme et dotation. On a donc vu jusqu'ici ce qu'était le principe de spécialité budgétaire, mais existe-t-il des aménagements à ce principe ? Oui, il existe des aménagements au principe de spécialité budgétaire. Pour faciliter l'exécution de la loi de finances, des aménagements ont été apportés. Ces aménagements permettent d'opérer des changements de crédit à travers deux mécanismes, les virements de crédit et les transferts de crédit. Les virements de crédit, régis par l'article 12-1 de la LOLF, au sein d'un même ministère, les crédits peuvent être affectés à d'autres programmes. Les virements ne peuvent cependant excéder plus de 2% des crédits ouverts. Les virements de crédit permettent donc de modifier la nature de la dépense. Les transferts de crédit, quant à eux régis par l'article 12-2 de la LOLF, les crédits ne changent pas en eux-mêmes, seule la destination change. Les crédits gardent en effet leur nature mais sont transférés à un autre ministère. Cela permet de modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts. Cela permet donc de modifier non pas la nature des dépenses mais le service responsable de la dépense. Ces aménagements permettent d'éviter une consommation excessive des crédits. Cela permet de redistribuer des crédits lorsque la demande a été plus modeste que prévu.
Pour donner un exemple des virements de crédit, dans le rapport de la Cour des comptes de 2020, il est indiqué que 15 millions d'euros ont été virés du programme 156, donc le 17 avril 2020, vers le programme 357, Fonds de solidarité pour les entreprises, notamment suite à la crise sanitaire et dans l'attente du vote de la deuxième loi de finances rectificative. Par un décret du 7 août 2020, le programme 357 a remboursé cette somme au programme 156. Il y a également d'autres aménagements, les dotations pour provision, les fonds spéciaux et les crédits globaux. Les dotations pour provision, ce sont des chapitres qui peuvent contenir des crédits globaux destinés à faire face à des dépenses éventuelles, des dépenses accidentelles ou des dépenses dont la répartition par chapitre ne pouvait pas être déterminée au moment où ils ont été votés. Par exemple, la rémunération des personnels. Les fonds spéciaux, appelés également les fonds secrets, sont utilisés dans le secret comme leur nom l'indique. Ils ne reçoivent aucune affectation déterminée. Par exemple, en 2001, 30,9 millions d'euros étaient destinés à la DGSE. Enfin, les crédits globaux. Il s'agit notamment de dotations pour des dépenses accidentelles et imprévisibles ou le financement en cours d'année de politiques sectorielles. Après avoir vu les aménagements au principe de spécialité budgétaire, Léa va nous expliquer quels sont les apports de la LOLF sur les pouvoirs du Parlement. Oui, la LOLF a changé les règles de présentation des dépenses en optant pour une présentation beaucoup plus fonctionnelle, c'est-à-dire axée sur la finalité de la dépense et dont l'objectif est de concilier le nécessaire contrôle parlementaire et le souci d'efficacité des politiques publiques. L'on passe alors d'un budget de moyens à un budget de résultats. La LOLF a notamment permis le renforcement de la portée du vote des parlementaires. La LOLF permet en effet au Parlement de se prononcer sur des blocs de missions et lui permet d'avoir un aperçu plus concret de l'utilisation des fonds, mais également d'avoir un poids beaucoup plus important dans le vote du budget. De plus, cette spécialité budgétaire a permis de lier le gouvernement. C'est le Parlement qui vote le budget, qui répartit les crédits. La LOLF a permis de rendre aussi la gestion beaucoup plus performante. On passe notamment de 850 chapitres à environ 130 programmes. S'agissant du renforcement du pouvoir d'amendement des parlementaires. Depuis la LOLF, les parlementaires peuvent proposer d'augmenter les crédits des programmes ou d'en proposer des nouveaux. De plus, le projet annuel de performance permet au Parlement de contrôler plus efficacement l'action de l'État. Le Parlement se prononce donc a priori au moment du vote de la loi de finances et a posteriori au moment du vote de la loi de règlement. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On espère aussi que la vidéo vous a permis de mieux comprendre le principe de spécialité budgétaire. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos présentes sur la chaîne.